Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Philippe Bloch. Philippe, bonjour. Bonjour Nathaniel. Qui nous fait le privilège d'accepter notre invitation pour la sortie de son nouvel ouvrage qui va sortir incessamment sous peu, qui est donc 15 octobre. Le 15 octobre. Tout va mal. Donc, Je vais bien. Vous allez bien? Non, le titre, tout va mal, je vais bien. C'est ça qui est important. Oui, le titre complet, donc c'est Tout va mal, je vais bien. Donc Philippe Bloch, qui est très connu par rapport à ces différents ouvrages que vous avez pu publier auparavant. Oui. Le premier, alors, pour remettre les choses dans leur contexte. Allez, faisons ça. Remettre les choses dans leur contexte. Vous avez importé le concept des expresso bars en France. À travers effectivement une copie de Starbucks qui s'appelle Columbus Café. Columbus Café. Né en 94. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Pas très loin d'ici, effectivement, pendant environ 10 ans, 9-10 ans. J'ai porté l'entreprise pendant 10 ans dans l'adversité. Dans l'adversité. L'adversité entrepreneuriale. Et j'ai quitté l'entreprise en 2004. En 2004. Alors justement, quand vous avez importé le concept en France, oui. Est-ce que vous aviez beaucoup de fans, beaucoup de gens qui vous encourageaient? Je pense notamment aux financiers, les partenaires. Non, je sais que vous avez un public d'entrepreneurs et on sait bien combien on a rarement de fans quand on met en place une innovation de rupture. Vous savez, les cafés en France, rappelez-vous quand même, il y a 20 ans, quand j'ai démarré ça en 94, pour ceux d'entre vous qui se rappellent des cafés français, d'abord il y en avait de moins en moins. Ouais. C'était des gens qui avaient complètement oublié qu'un business peut mourir quand on n'aime plus son métier, quand on n'aime plus ses clients et quand on oublie de surfer sur les bonnes tendances, notamment de la montée en puissance des valeurs féminines de la société. Et quand j'arrive en disant on va importer un concept italo-américain qui commençait à cartonner aux États-Unis, il n'y avait que 200 cafés aux États-Unis, Starbucks, ce qui était rien par rapport aux 26 000 aujourd'hui, et que je leur dis on va vous vendre du cappuccino dans des gobelets en carton à des prix qui n'ont rien à voir avec les cafés classiques, dans un endroit sans fumeur, sans alcool, etc. C'était beaucoup de rupture, et évidemment, comme tout entrepreneur, on m'a expliqué pourquoi ça ne marchera jamais. Et pourquoi vous avez cru en ce projet? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit tiens, ça peut marcher? Je crois que je suis tombé. D'abord, je suis gourmand, c'est très con, mais il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai une conviction absolue, c'est qu'un entrepreneur. J'ai jamais compris les entrepreneurs qui disent j'ai envie d'entreprendre, et qui ensuite vont chercher un truc, une idée. C'est-à-dire que parce qu'ils disent je veux entreprendre. Moi, je ne pense pas que je serais bon en tant qu'entrepreneur sur un métier que je n'aime pas, un produit que je n'aime pas, qui me fait pas vibrer. À l'évidence, ça m'excitait. J'avais écrit, on le rappellera peut-être, un bouquin en 86, c'est-à-dire au Moyen-Âge, il y a bientôt 30 ans, mais qui a été un énorme succès qui s'appelle Service compris avec 500 000 exemplaires. Et donc je bossais sur le thème de la relation client et de la qualité de service à l'époque, mais pour les autres, parce que j'avais, après l'expansion, créé une entreprise dans ce domaine-là. Et je me dis, mais est-ce que tu serais capable de le faire toi-même ? Et du coup, c'était le double moteur pour moi de me dire, je vais me tester là-dessus. Le concept est excitant, parce que créer des moments de bonheur dans un endroit sympathique et chaleureux, il n'y a rien de plus excitant. Et du coup, évidemment, moi j'y croyais, et heureusement que j'y ai cru, parce qu'il y a eu tellement d'emmerdements sur la route du succès, que si j'y avais pas cru, on se serait arrêté 1000 fois. Mais comme le rêve était finalement plus fort que la réalité, on s'en est quand même sorti avec une entreprise qui aujourd'hui a 100 points de vente, dont je m'occupe plus, dont je reste actionnaire, mais dont je m'occupe plus, et qui est aujourd'hui une belle entreprise. Une belle entreprise. Donc vous êtes entrepreneur, vous l'avez rappelé, écrivain avec une demi-douzaine d'ouvrages. C'est le 6e, oui, absolument. Donc ça c'est donc le 6e, donc tu vas mal. Je vais bien. Je vais. Donc tu vas mal, mais je vais bien. C'est là justement le thème du bouquin, il est là justement. En fait, le titre complet, c'est Comment vivre heureux dans un monde de merde. Oui, c'est un peu audacieux, j'en conviens. D'accord. Donc le premier bouquin donc, qui s'appelait donc Service compris, 1986. 86, 500 000 exemplaires, donc ça a cartonné, c'est un best-seller. Idée toute bête, qui était dans le sous-titre, les clients heureux font les entreprises gagnantes. En clair, on s'occupe bien de ses clients, ils ont des chances de bien vous le rendre, et quand on les oublie, ça va très vite. Ça veut dire qu'à cette époque, c'était pas quelque chose qui était forcément très répandu en France? Non, j'avais passé 2 ans aux États-Unis, à New York, pour faire ma coopération. Et quand je suis rentré, c'était effarant. Enfin, j'avais le sentiment que les gens avaient totalement oublié que ceux qui payent nos salaires à la fin du mois, ce sont quand même nos clients. On était dans un pays pas très serviable, un peu ronchon, on est resté un peu, comme vous avez remarqué. Et donc je me suis dit, il y a certainement des entreprises qui font ça mieux, et c'était ça l'objet du bouquin, de les mettre en valeur et de raconter comment ils s'occupaient un peu mieux de leurs clients et de leurs collaborateurs, qui est une clé absolue en matière de relations clients. Et le bouquin a sans doute bien marché parce qu'il y a beaucoup d'exemples, d'anecdotes, c'était pas un bouquin théorique, c'était très hands-on et très factuel en fait. Et à l'issue donc de ce bouquin, vous avez commencé à donner des conférences. Voilà, après j'ai écrit un second bouquin sur le thème du changement qui s'appelle Dinosaure et Caméléon, qui a bien marché aussi. L'idée, vous savez, le caméléon il est encore là, le dinosaure ne l'est plus, donc là c'était clairement sur le thème de la réinvention permanente. C'était bien avant la rupture numérique, la disruption, etc. Mais ça commençait à préparer un peu les esprits, l'idée qu'on doit se réinventer en permanence, et c'est encore plus vrai aujourd'hui bien évidemment. Et donc à la suite de ce deuxième bouquin, vous avez écrit un autre. Il y a eu Columbus Café. Columbus Café. 94. 2004, j'ai écrit Bien heureux les fêlés, qui est mon vrai bouquin d'entrepreneur. Ça, c'est mon vrai plaisir d'avoir raconté les 10 années de combat. De combat, mais de plaisir, en fait, d'emmerdement, mais insensé. C'est inimaginable ce par quoi on est passé.
Mais je le répète, le rêve était tellement excitant, la passion était tellement forte, l'enthousiasme était tellement présent malgré les emmerdes, qu'on a sauté tous les obstacles, et je l'ai raconté dans ce bouquin. Alors, si on devait relier ces différents livres, donc il y a des bouquins qui sont très axés sur, je dirais, la partie opérationnelle. Le business, oui. Le business. Oui. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus vous prenez du recul, comme si en fait ça ne suffisait plus pour entraîner les générations d'entrepreneurs ou les gens qui souhaitent entreprendre mais qui n'osent pas du fait du contexte, etc. Oui. Et j'ai l'impression que depuis Bienheureux les fêlés et avec votre nouvel ouvrage, Tout va mal, je vais bien, Oui. vous êtes plutôt sur la partie mindset. Oui, oui. Comment est-ce que vous vivez cette évolution J'espère que ça s'appelle pas vieillir, votre truc. Mais non, c'est juste que, effectivement, il y a eu un autre bouquin plutôt business qui s'appelle Opération Boomerang. L'idée du boomerang, ça c'est quand on le lance bien, il revient bien. Donc j'avais écrit il y a 2 ans de ça un bouquin qui est un peu le service compris des années 2010, qui est sous-titré 365 idées pour faire revenir vos clients à l'heure d'Internet. Parce que le thème de la fidélisation à l'ère du numérique est un enjeu majeur pour plein d'entreprises, notamment dans le retail, dans la distribution, etc. Et puis récemment, alors je vais revenir peut-être sur ce qui m'a amené à écrire un livre dans un territoire qui n'était pas le mien naturellement, et qui est non pas celui-là qui est en train de sortir, mais Ne me dites plus jamais bon courage, que vous connaissez, qui nous a fait d'ailleurs je crois nous mettre en contact et nous rencontrer il y a quelques temps, qui est sous-titré Lexique antidéprime à usage immédiat des Français. Et en fait, je l'ai raconté souvent, mais c'est la vérité, j'ai été un jour frappé dans une seule et même journée du nombre de fois où on m'a souhaité bon courage, alors que je n'allais ni faire la guerre en Irak, ni à un enterrement, ni me faire opérer d'un rein, et je n'ai pas compris pourquoi les Français ne s'étaient pas aperçus qu'en envoyant quand même un message tout au long de la journée, où que nous soyons, qui dit en gros Coco tu vas en chier aujourd'hui, pardonnez-moi d'être un peu direct, mais c'est quand même ça l'idée, et bien on était en train de se déprimer collectivement. Vous savez, je relate dans ce bouquin, le nouveau qui sort, l'expérience qui a été faite par Facebook, je ne sais pas si vous la connaissez Nathanaël, qui est celle de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont choisi 700 000 membres Facebook dont ils ont modifié en fait les termes utilisés dans leur post, en fait, dans leur page, sans le dire. Et ils avaient souhaité mettre des thèmes un peu plus négatifs ou un petit peu plus positifs pour voir comment la communauté de ces membres réagissait à arrêter ces projets ou les encourager, etc. Et ils ont démontré absolument de manière claire et nette que dans le monde entier, quelle que soit notre culture, il y a une contagion émotionnelle des mots qu'on emploie. Et dans Ne me dites plus jamais mon courage, je fais la chasse aux termes à la con qui pourrissent notre vie. C'est la phrase comment ça va, on vous répond comme un lundi, on vous dit vivement la retraite. C'est le problème c'est que, cette phrase insupportable qu'on sort en permanence dans toutes nos réunions, la phrase que je ne supporte plus, qui est ça ne marchera jamais, ce que l'entrepreneur qui nous écoute connaît par cœur. En France, dès qu'on a un rêve, dès qu'on est un peu excité par un truc, il y a un abruti qui nous explique pourquoi ça ne marchera jamais. On a toujours fait comme ça. Un abruti qui d'autant plus n'a pas l'expérience, qui n'a jamais eu un retour terrain pour pouvoir... Forcément jamais. C'est une phrase aussi, on a toujours fait comme ça, c'était mieux avant. C'est insupportable. L'usage incroyable de l'adjectif petit en France, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout est petit. Pour un petit café, je t'envoie un petit mail, on se fait une petite réunion, il y a un petit resto avec des petits plats aux petits oignons, avec un petit vin de pays. Moi, ma conviction d'entrepreneur, là pour le coup, c'est que quand on dit petit tout le temps, on finit par faire petit. Et quand on limite ses ambitions, et je reviens sur le rêve de Columbus qui était intact malgré les emmerdes, on saute pas les obstacles. Donc je pense que plus ça va, et c'est peut-être je réponds à votre question sur pourquoi plus ça va, plus j'écris des bouquins qui sont un peu plus sur le mindset comme vous le dites, c'est que je crois que la clé aujourd'hui, dans un monde qui n'est pas qu'un monde de merde, mais qui est un peu le sous-titre du bouquin, on s'en sort d'autant mieux qu'on a un mental plus positif que les autres. Et c'est possible, ça se travaille. Je crois que l'optimisme, c'est une décision qu'on prend seulement le matin. C'est une posture de vie. Et les bouquins que j'essaie de faire en ce moment, c'est destiné à démontrer que ça marche mieux que le pessimisme. C'est très con, mais je vous assure que lorsqu'on commence à rentrer dans un mindset positif, ça encourage. Il y a une espèce de... ça s'auto-alimente et c'est contagieux. Donc j'y crois énormément. Donc du coup, le message clé par rapport à ça, c'est pour les entrepreneurs, c'est voir plus grand, oser voir plus grand. Alors, voir grand, c'est une évidence absolue. Je crois que si on démarre un projet d'entrepreneur sans rêver de devenir champion du monde, on risque de devenir tout au plus champion de son département, de son quartier. Donc on a l'obligation de voir grand. Après, on a l'obligation, il y a des trucs que je dis toujours sur les entrepreneurs, c'est qu'on doit importer de l'angoisse et exporter de l'enthousiasme. Vous savez, vous êtes aussi un entrepreneur, vous savez que c'est difficile. On a des emmerdes, des banquiers qui vous disent non, des RSI qui vous poursuivent, des machins, etc. On n'a pas le droit de montrer ses doutes. Si vous montrez vos doutes à vos collaborateurs, vous êtes mort. Si vous montrez vos doutes à un banquier quand vous allez le solliciter pour financer un projet, vous êtes mort. Donc on doit évidemment savoir importer de l'angoisse et exporter de l'enthousiasme. On doit être passionné par ce qu'on fait. Moi je suis fasciné de voir que j'ai plein de copains entrepreneurs qui bossent 100 heures par semaine comme moi
ils sont pas fatigués. Et des gens qui sont à 35 heures qui sont fatigués, ce qui est quand même techniquement impossible d'être fatigué en 35 heures, faut quand même être clair, on comprend pas. Et moi je sais que ceux qui s'ennuient sont usés en 20 heures. Vous savez, les gens qui sont crevés, ce qui est intéressant aussi dans les boîtes en France, vous avez des gens qui se disent crevés en 35 heures, mais le week-end ils construisent leur maison. Et le lundi matin, ils pètent le feu parce qu'ils ont terminé la salle de bain. Pourquoi ? Parce que leur projet de construire leur maison les passionne. Et je pense que c'est aussi un des thèmes de ce bouquin-là, c'est qu'en fait, on a un énorme problème français, à mes yeux en tout cas, c'est que de plus en plus, il y a ce que les Américains appellent le French Paradox. C'est-à-dire que c'est là le sens du titre, tout va mal, je vais bien, c'est qu'en fait, on a le sentiment que c'est un petit peu bonheur privé et malheur public. C'est-à-dire, en clair, les Français vont bien dans leur vie personnelle, mais n'ont qu'une confiance extrêmement limitée dans leur avenir en commun, parce qu'ils n'ont pas confiance les uns envers les autres. On est dans une société de méfiance et de défiance absolue. Tout ce qui se passe en ce moment de divergence entre à la fois des salariés et des entrepreneurs, à la fois entre les clients et des marques, etc., entre les politiques et les citoyens, illustre qu'on est dans une société de la défiance absolue et l'incapacité qu'on a à ramener ensemble deux France qui commencent à s'éloigner. Une France que vous connaissez par cœur, qu'on aime, qui entreprend, qui n'a pas peur de l'avenir, qui est en plein dans la modernité, dans la mondialisation, dans l'acceptation que l'ubérisation de l'économie, c'est une opportunité. Exactement. Et puis celle qui, au contraire, s'enfonce, plonge, parce qu'elle n'en voit que les malheurs. Et elle ne se rend pas compte, moi j'adore ce proverbe africain qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et pour moi, il y a une forêt gigantesque qui pousse d'énergie d'entrepreneuriat en France, qui va d'ailleurs changer beaucoup de choses, le cas du travail, le self-employment, on parle beaucoup de la fin du salariat, c'est pas un leurre, c'est en train de se passer. Donc tout ça est passionnant. Et voilà, l'objectif de ces bouquins, c'est de se dire face à tout ça, il y a deux façons de voir les choses, une façon déprimée ou une façon française, une façon française ou une façon qui est déprimée ou une façon enthousiaste qui est celle à laquelle j'aspire. Et j'aimerais qu'on se dise non, il y a tellement de trucs à faire. À qui est décidé cet ouvrage ? Tout le monde. Tout le monde. Tous les gens qui ont parfois des petits coups de basse morale. Un peu les politiques, c'est la première fois que je fais un bouquin pour les politiques. Pour les politiques. Parce que j'en ai marre qu'ils comprennent rien. J'en ai marre qu'il n'y ait pas un seul homme politique français à la veille d'échéances majeures pour la France qui n'ait pas inclus ce que j'évoquais, c'est l'impact du tsunami numérique qui est en train de bouleverser toutes nos vies, et y compris le travail et son contexte juridique, fiscal, social. Et il n'y en a pas un seul, qui a compris, deux qui l'intègre dans son programme. Il n'y en a pas un seul qui nous fait rêver autour d'un projet qui est capable de nous rassembler. C'est dramatique. Il n'y a pas un projet mobilisateur. Alors, il y a des thèmes on est sur le court terme, on est sur le court terme. On est sur des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de se faire réélire. Donc quand ils sont au pouvoir, ils n'ont pas de courage. Il y a une double citation qui dit « Et le courage », c'est pas une citation, c'est une interpellation qui dit « Et le courage, bordel », pour reprendre le film « Et la tendresse, bordel » dans le bouquin. Il y a un manque absolu de courage, il y a un manque absolu de gens narratifs, c'est-à-dire de gens capables de nous faire rêver. Moi je crois qu'il faut faire rêver les gens, et ils peuvent rêver. Vision. Alors la vision, il n'y en a aucune. La vision, c'est simplement celle de la réélection, chacun quand ils y sont, et puis avant d'y aller, de tuer tous les autres autour d'eux. Donc on a un vrai déficit dans ce domaine. Et puis il y a des tas de choses qu'il faut qu'on remette en cause. En tant qu'entrepreneur, je ne peux pas accepter le principe de précaution. Une aberration française totale, qui fait qu'aujourd'hui, pour les Français, le progrès est une menace. Et que dès qu'il y a le moindre doute de quoi que ce soit de quelque chose, on met des bâtons dans tous les sens, des protections. Et là, je vais me faire mal voir, mais en tout cas pas d'un public d'entrepreneurs, je crois. Moi, j'ai la conviction qu'entreprendre aguerrit et que surprotéger affaiblit. Or, on surprotège les Français et ils ont perdu leur défense immunitaire. Quel est le message que vous pourriez faire passer aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui ? S'il n'y avait qu'un seul. Je crois, oui, c'est peut-être la contagion émotionnelle, parce qu'en fait, il y a un chapitre dans le bouquin qui est le premier qui dit « Un émetteur de bonnes nouvelles, tu deviendras ». Je m'explique. J'anime, vous le savez, depuis 12 ans une émission sur BFM Business consacrée aux entrepreneurs, et je fais pas mal d'interventions publiques sur des bouquins ou sur mes thématiques. Et toujours, chaque fois, systématiquement, quand s'ouvre un débat avec la salle, au prétexte que j'anime une émission sur BFM, tout le monde me prend pour un journaliste que je ne suis pas. Et on me dit tout ça, c'est à cause de vous. La dépression française, c'est à cause de vous, les médias. Si les médias, vous faisiez le job, si vous arrêtiez de n'annoncer que des mauvaises nouvelles, si vous arrêtiez de confondre des trucs anecdotiques et des vrais enjeux, si vous acceptiez d'aller un peu dans le dur, d'analyser, de prendre du temps, de ne pas faire uniquement du surf sur les mauvaises nouvelles, la vie irait un peu mieux. Ils ont un peu raison, parce que c'est vrai que les médias ont une fâcheuse tendance à jouer le sensationnalisme parce que c'est un business, parce que la peur fait plus vendre que la joie, c'est un drame, mais ça c'est notre responsabilité de lecteurs et d'auditeurs. Mais moi ce que j'ai compris, et ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que Internet a complètement dérégulé le marché de l'information.
on est tous potentiellement devenus des journalistes. Vous avez un blog, vous avez 2 équipements d'une légèreté absolue par rapport à ce qui existait il y a 20 ans quand on faisait des émissions de télé, vous faites le même job aussi qualitativement. Donc on est potentiellement tous des émetteurs de bonnes nouvelles. Donc au lieu d'arrêter d'accuser les uns les autres et les médias, j'aimerais dire, retrouvons le plaisir de voir ce qui marche bien. Il y a plein de trucs qui marchent bien, tout le temps. Soyons ces espèces d'apporteurs d'optimisme et de bonnes nouvelles, ne serait-ce que parce qu'on s'y sent tellement mieux, et quand on est bien, on performe plus, et on traite mieux ses collaborateurs, qui traitent mieux leurs clients. Donc il faut qu'on arrête de sortir de cette espèce de folie française, que l'avenir n'a plus aucun sens, aucun intérêt, alors qu'il est super excitant, quoi. Quelles sont pour vous les prochaines tendances en termes de business sur les quelques années qui arrivent? En termes de business model, en termes de secteur d'activité, de niche ou de façon de gérer son business, est-ce que vous voyez des grandes tendances qui arrivent? Oui, enfin la grande tendance qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans, c'est l'économie collaborative, et qui provoque l'ubérisation de la société et qui fait que à peu près n'importe qui aujourd'hui, à travers une connexion internet et quelques capacités à faire de la programmation, peut totalement mettre à genoux des business entiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit, il y a plusieurs grandes tendances. Il y a la tendance d'abord du rejet par les jeunes d'une position figée, déresponsabilisante dans des entreprises dans lesquelles ils n'ont plus aucun plaisir ni envie de travailler. C'est un enjeu très important. C'est-à-dire que si les talents des jeunes Français ont envie de s'épanouir dans l'auto-entrepreneuriat, justement promu par les technologies et par la capacité à dire je veux avoir plusieurs activités en même temps où je m'éclaterai plutôt que d'être sous la coupe d'un type dans une boîte qui m'emmerde, qui ne m'intéresse pas à utiliser Facebook, on va avoir des problèmes parce que quand le talent va se barrer des grandes sociétés, qui est un enjeu majeur pour elles en ce moment, il y a un sujet important. Et donc je crois que la vraie tendance c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas un seul métier qui ne peut pas dire que l'ubérisation ne peut pas lui tomber dessus à un moment ou à un autre. Et que les gens vont être parfois plus heureux malgré le risque. C'est ça qui est vraiment la vraie rupture à mon avis de la société française aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que le salariat c'était l'absence de risque. Alors aujourd'hui, on est en ce moment en train de se rencontrer aujourd'hui, après que le DRH d'Air France ait été quasiment lynché par des gens qui ont peur de perdre leur job, qui étaient pourtant salariés dans une boîte qui a protégé tout le monde pendant des années, qui vont être pris en charge pendant des années par le chômage, et c'est tant mieux. Mais c'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui le risque il est presque plus dans ce type d'entreprise que dans le bonheur de l'esprit d'entreprise qu'on commence vraiment à découvrir et qui est pour moi la meilleure nouvelle du moment. Il y a un chapitre du bouquin qui s'appelle « De personne, jamais rien, tu n'attendras ». Pour moi, c'est la vraie nouveauté, elle est là. C'est que la rupture, c'est que les Français commencent à comprendre qu'il ne faut plus rien attendre de personne, que l'État est à bout de souffle et va ne plus pouvoir nous materner comme il l'a fait depuis des années. Et la tendance business, elle est pour moi, la tendance profonde, elle est là-dessus. C'est-à-dire la réinvention totale de tout à travers une nouvelle liberté totale possible à tout le monde. C'est quand même une mutation de fond. Mais c'est majeur. C'est une crise, ça a une fin. Ouais. Pas une crise là, parce qu'il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de retour à l'état d'avant. Tout à fait. On le dit tout le monde le dit, mais je crois qu'il faut le rappeler. C'est une mutation historique qui n'est jamais arrivée aussi rapidement, de manière aussi globale, sur toutes les thématiques qui gèrent la vie des gens, des Français et des restes du monde. Donc ça veut dire que, encore une fois, soit on se suicide tout de suite et on se dit bon, là, le monde est foutu, soit on se dit mais qu'est-ce que c'est juste génial. C'est-à-dire qu'on peut tous contribuer avec un abonnement internet à 29,99 €. Tout à fait. Il n'y a pas d'hésitation. On peut monter un site pour moins de 30 €, on peut lancer son activité. Plus rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais c'est incroyable, à tout le monde. Et aussi bien un gamin au fin fond de l'Afrique aujourd'hui qu'un type qui a fait Polytechnique et qui crée une boîte, une start-up en quittant Polytechnique. C'est le moment le plus incroyable au monde et on n'arrive pas à le voir. Il n'y a pas de barrière à l'entrée concernant... Plus aucune. Niveau de diplôme, les fonds, il suffit d'avoir une idée, de passer à l'action. Le crowdfunding. Ouais. Aujourd'hui, n'importe quelle personne dans cette salle peut donner de l'argent à votre projet. C'est un miracle absolu. Moi qui ai tenté d'aller voir 132 fonds d'investissement pour Columbus Café en chaque fois, me faisant rembarrer avant de trouver un qui était fait pas le bon finalement, mais en tout cas j'en ai fait le 133e. Aujourd'hui, c'est pas ça. Vous avez du talent, un beau projet, vous le mettez sur Kickstarter ou qui que ce soit. C'est ça. Et ça y est, vous lancez votre projet. Comment s'étonner que l'esprit d'entreprise cartonne enfin en France ? Donc c'est la meilleure des nouvelles qui devrait totalement nous rassurer par rapport à tous les drames qu'on découvre à la télé tous les jours. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles globalement. Ça c'est ma conviction profonde qui est dans ce bouquin. Donc tout va mal, donc je vais bien, je remonte encore une fois. Je termine moi à boire. Le dernier ouvrage donc, de Philippe Bloch qui sort donc le 15 octobre, disponible
Partout, dans toutes les bonnes librairies. En Est-ce- version numérique, bien sûr. Version numérique, version papier. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura le fameux quadruple play? Non, Quadruple Play c'était en fait Opération Boomerang parce que ça s'y prêtait mieux, c'est-à-dire que c'était la possibilité de s'abonner parce qu'il y avait 365, voilà, il y a 365 idées, mini-chapitres. Donc l'idée c'était pour pas tout digérer d'un coup, d'en avoir une par jour pendant un an, soit dans une appli, soit par mail. Donc là ce sera juste du classique, papier et numérique. Version non numérique et version donc papier. Exactement. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt et bonne vente. En tous les cas, Merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, ciao. Au revoir.